Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, le feu dicte sa loi au marché d'Antokpa en consumant le marché de céréales dont les produits vivriers brûlés pour le moment sont estimés à environ 200 millions de francs CFA. La consternation est à son comble pour ces femmes revendeuses qui semblent avoir tout perdu. L'urgence de délocaliser le marché d'Antokpa se précise, estime le Conseil des ministres. Mais quel type de marché faut-il au Bénin pour éviter les incendies ou au mieux les circonscrire le plus tôt que possible? C'est le sujet du dossier de la semaine de cette émission. Nous débattrons en décryptage de cette mauvaise gestion des cantines scolaires ayant coûté des postes de direction. 17 directeurs d'écoles primaires sont sanctionnés. Question, sont-ils recrutés ou formés pour gérer les cantines scolaires? Eh bien, mes confrères dans ce studio me le diront. Mais avant tout ceci, je vous invite à suivre le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Pazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le Bénin continue sa lutte contre les cybercriminels. Certains dont la culpabilité est établie sont devant le juge. D'autres ont même déjà été emprisonnés. Suivez ici le point fait par le 4e substitut du tribunal de première instance de Cotonou. Il est au micro de Anthony Alaka et Patrick Adiagbodjou. Ces personnes de nationalité béninoise et nigérienne pour la plupart ont été arrêtés aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Déférés au parquet de Cotonou le 28 mars 2018, 9 personnes ont été inculpées des faits d'escroquerie et présentées en comparution immédiate devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Elles ont été toutes condamnées à des peines d'emprisonnement fermes. Courant avril, une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont une dizaine au Togo. Inculpées des faits d'escroquerie au regard de la loi précitée, elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018. Les perquisitions effectuées à l'occasion de l'interpellation des mises en cause ont permis de saisir une trentaine d'ordinateurs portatifs, de nombreux téléphones portables et une demi-dizaine de véhicules. Il importe de préciser que les investigations sont toujours en cours aux fins d'interpeller les personnes qui continue de s'adonner aux actes répréhensibles de cybercriminalité et de sacrifices humains. D'une lutte à une autre et on parle cette fois de celle que la mer livre aux côtes béninoises. L'océan Atlantique ne démord pas et menace de disparition la zone côtière. Le constat sur place est sans appel. L'érosion gagne du terrain et cause bien d'autres dégâts matériels. Plusieurs actions sont menées sur le terrain pour freiner l'avancée de la mer. Mathieu Sokenou et Marcel Betoro sont descendus sur le terrain. Voici leur reportage présenté par Amandine Agnambosou. Une zone résidentielle qui forçait l'admiration avec ses villas construites le long de la plage d'Akpakpa. La zone des ambassades offrait l'image d'un beau site touristique. Mais sous l'effet de l'érosion côtière, plusieurs de ces belles habitations sont emportées par les vagues de l'océan Atlantique. Tristesse et désolation ont gagné le cœur de ces habitants qui restent impuissants face à la furie des eaux. Ça a commencé depuis à peu près, disons, 17 ans. J'étais à 1 km, mais notre maison a été détruite par la mer. Chaque année, la mer nous embête dans le quartier. Le quartier est inondé par l'eau et on cherche des refuges à peu près 3 ou 4 jours avant que ça ne reparte. Si rien ne fait d'ici 2 ou 3 ans, vous n'allez plus voir la maison Fagas et la deuxième voie 40 aussi va partir. À Fidrosset, juste à quelques mètres de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting de Cotonou, le constat est approximativement le même.
Ici au quartier Afakodji, la mer a déjà englouti plusieurs maisons. Certains riverains ont acheté des parcelles en ville et se sont installés. D'autres y sont encore. La seule chose à faire pour reculer la mer est de mettre des épis comme à Akpakpa. Sans quoi, dans quelques années, même la route des pêches en construction disparaîtra. Depuis 1996, ce phénomène retient l'attention de tous les gouvernants qui se sont succédés sans pour autant trouver une solution efficace. Des travaux d'enrochement sont en cours pour essayer à nouveau de ralentir l'avancée de la mer. Tout le littoral du Bénin a été caractérisé suite aux études globales qui ont été réalisées. Et nous connaissons de manière précise les segments critiques où il faut intervenir et dans quel ordre de priorité il faut le faire. C'est ainsi que le segment de côte situé à l'est de Cotonou a fait l'objet donc du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Le deuxième segment qui a été identifié pour être traité est celui du centre, autour de Ouida. Le troisième segment qui a été identifié et qui est également dans un état critique, c'est le segment de côte entre Ilakondi et Grand Popo. Les études sont achevées là-dessus et de manière claire, nous savons qu'au niveau de la partie béninoise, nous sommes censés mettre en place comme infrastructure pour protéger la population et protéger le territoire contre ce phénomène de l'érosion côtière. En dépit des mesures prises par les autorités, la mer avance chaque année. Les spécialistes expliquent les origines du phénomène et explorent des approches de solutions. Les pays côtiers, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, ceux qui sont dans le Golfe, subissent un phénomène qu'on appelle dérive littorale. Il y a un déplacement de sable qui se déplace du Togo vers le Nigeria. Nous devons nous arranger normalement pour lutter contre l'érosion côtière, c'est une solution intégrée. Ça doit être au niveau de tous les pays du Golfe. Ce n'est pas seulement un seul pays qui doit mener la lutte contre l'érosion côtière. En attendant, le littoral érodé continue de subir l'assaut des vagues de l'océan Atlantique. À quel prix acheter le ciment aujourd'hui au Bénin? Difficile d'y répondre. Depuis quelques semaines, les prix du ciment varient d'un dépôt de vente à un autre. Ils sont passés à 110 000, 115 000, voire 80 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs. Certains vendeurs ont même arrêté la vente. Le silence du gouvernement sur la question inquiète toujours. Christian Devouti et Rodrigue Babaguito. La situation est de plus en plus inquiétante. La tonne du ciment n'a plus un prix fixe au Bénin, du moins depuis ce 9 avril. À Cotonou, les grossistes se refusent à tout commentaire devant nos caméras. Il aura fallu plusieurs négociations pour que ce détaillant accepte de s'ouvrir à nous. Dans son dépôt de vente, comme dans beaucoup d'autres dans la ville, à peine quelques paquets de ciment. Avant, c'était à 66 000. Ça avait 3 300 le paquet. Ça avait 66 000 francs la tonne. Mais actuellement, nous sommes dans la fourchette de 68, 69. Parce que nos grossistes aussi ont augmenté au moins de 1500 ou bien de 1000 francs. Et nous aussi, on doit aussi ajouter le déchargement. Donc, l'action appelle la réaction. Il y a d'autres dépôts qui sont peut-être à 115, à 118, à 80. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chacun y va à son aise, pourvu que le client accepte d'acheter. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Parce que plus personne ne maîtrise à quel prix juste on veut faire le ciment. Ici, par contre, des paquets de ciment, il y en a. Mais le mot d'ordre est clair, pas de vente pour le moment. Depuis lundi que les spéculations ont commencé et que chacun fixe son prix, on a reçu pour ordre de suspendre toute vente. Depuis une semaine, on nous appelle de la direction pour dire que les prix du ciment ont augmenté. Les prix ont augmenté, à combien il faut faire ça, on ne sait pas. On a fait le point des stocks que nous avons, on nous a dit de stopper les ventes pour le moment. Un client venu s'approvisionner en notre présence a du mal à cacher son désarroi. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage en ce sens que je viens de parcourir près de 3 dépôts comme ça. Et dans tous les dépôts, c'est la même question commissaire. On n'a pas reçu les ordres pour vendre.
où ils attendent les autres pour vendre. Subitement, ils ont augmenté le prix du ciment. Moi, je suis en chantier. Pour démarrer le chantier, ça fait une semaine, j'ai démarré le chantier, j'ai payé 3 tonnes. C'est à 64 000 francs qu'on m'a vendu la tonne. Subitement, avant-hier, j'apprends que le prix a augmenté jusqu'à 80 000. C'est venu d'où? Ce prix-là, cette augmentation est venue d'où? Une interrogation à laquelle nul n'a la réelle explication pour le moment. Ailleurs, la spéculation bat son plein, une situation que tous espèrent conjuguer au plus vite au passé pour un retour à la normale. Ce n'est pas dommage à ces temps où la population souffre énormément. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'intervenir dans cette affaire pour que le prix revienne maintenant à la normale. Des fonctionnaires entrepreneurs de plus en plus dans la création et l'installation des fermes. C'est le cas du docteur Akinele, enseignant-chercheur au centre universitaire d'Adiara. Avec ses pairs, il a réussi à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à la plupart de ses étudiants qui aspirent à se lancer dans la création de leur propre ferme après leur formation. C'est le premier numéro d'une série intitulée « Le fonctionnaire fermier ». Reportage Mathieu Sokenou, Dieudonné Abimbola. On peut se croire avec une chorale, mais détrompez-vous, ce sont les étudiants en géographie physique du centre universitaire d'Adiara. Ils chantent l'hymne de l'entrepreneuriat. Éveillons notre conscience pour un lendemain meilleur. L'entrepreneuriat, le docteur Akidele Akibou en a fait son cheval de bataille. Parallèlement à sa fonction d'enseignant de géographie environnementale, il s'est donné pour vocation de travailler la terre. J'ai démarré par la production du lapin. J'ai fait la cuniculture. J'étais déjà jusqu'à 50 têtes en termes de lapine mère. J'ai produit également de la papaye sur près d'1 hectare. Je rêve d'être un grand producteur et que mon champ de production soit un champ école. Et que mes cours se déroulent, n'est-ce pas, dans ces champs-là, pour qu'on puisse toucher de doigt maintenant les différentes réalités, au lieu de rester simplement calé dans les amphis pour dire, bon, quand ça flétille, c'est qu'il y a manque de... Non, il faut qu'on aille constater sur le terrain. Nous sommes sur la ferme du centre universitaire d'Adiara. Des étudiants en géographie physique et non en agronomie ont conscience de leur capacité à produire et à créer de richesses. Lucrèce et Sharafat, par exemple, ont fait l'option de produire en phase expérimentale du gombo. Dans le marché, nous avons constaté que la demande de gombo est très forte, raison pour laquelle nous nous sommes approchés de notre chef de département et ensemble, on a fait cette production-là. Par jour, des fois, on vend jusqu'à 20 000 par jour. Le minimum, si le marché ne coule pas. Mais s'il y a l'écoulement du marché, on va jusqu'à 40 000. L'espace d'expérimentation s'étend sur 4 hectares avec la production de la papaye, du vernonia ou encore de la banane. En 2017, pour la phase expérimentale, les étudiants ont commercialisé plus d'1 tonne de papaye. Blandine, elle, prépare son mémoire de licence sur la production de la pastèque. Son rêve, devenir la plus grande productrice de ce fruit dans toute la commune. Pour s'approvisionner en pastèque, eux là, ils se déplacent jusqu'à Ouida, Semelaba, pour s'approvisionner en pastèque, pour pouvoir les vendre. Donc pour réduire un peu leur distance, j'ai décidé de faire ça sur la ferme ici, pour que la population d'Adiara puisse facilement s'approvisionner en ça pour leur consommation. Et c'est ce que nous devons faire autant que nous sommes, parce que ça s'impose à nous tous aujourd'hui, hein, puisque le fonctionnariat ne marche plus. Nous sommes obligés d'aller vers, n'est-ce pas, l'auto-emploi. Et ça passe par l'entrepreneuriat. Ces étudiants ont désormais les yeux tournés vers l'entrepreneuriat agricole. La logique du docteur Akidele Akibou et de ses pairs, c'est de former des diplômés opérationnels ou du moins des fonctionnaires fermiers. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après moi, la revue de presse et le décryptage.
Merci à vous, Estelle Espérance Pazo. L'entrepreneuriat, c'est bon. Merci donc. Nous allons enchaîner avec la revue de presse économique de la semaine, une réalisation de Hospice Rontoyon présentée par Rodrigue Babagbeto. Amis de Wikeko et inconditionnel de la revue de presse économique, bonjour. L'actualité cette semaine est dominée par cet énième incendie au marché d'Antokba. Le matinal affiche à sa une, marché d'Antokba, le feu dicte encore sa loi. Le nouveau manager hebdo précise que c'est le secteur céréalier qui a été consumé par cet incendie. Un incendie très difficile à éteindre compte tenu de la matière en feu. Entre autres produits calcinés, les céréales, des huiles végétales et divers condiments. À l'économiste d'évaluer les dommages de cet incendie, plus de 200 millions de francs CFA de pertes de marchandises, écrit le journal. Pour l'heure, les supputations sur l'origine du feu font penser à un probable court-circuit. Le quotidien du service public La Nation relaie la décision du Conseil des ministres par rapport à ce triste événement et écrit en manchette l'urgence de délocaliser d'Antokba. En attendant cette délocalisation, Cocorico Info alerte l'opinion sur un danger concernant toujours ce marché et interpelle sécurité des personnes, le pont de Tokba transformé en gare routière, le silence du préfet Tobola vaut bénédiction, écrit le journal. La priorité nous apprend qu'après le sinistre, place à l'accompagnement. Bénin Intelligent dépêché sur les lieux constate le drame et placarde à sa une le gouvernement au chevet des sinistrés. Les émissaires du gouvernement rappellent ici la nécessité qu'il y a pour eux d'accélérer le processus de modernisation des équipements marchands des grandes villes du pays, sans oublier aussi la délocalisation du marché d'Antokba. Le potentiel s'intéresse quant à lui à l'autonomisation énergétique du Bénin et écrit en manchette 400 MW sur production propre d'ici 2021. Le journal rapporte que les piliers pour atteindre cet objectif ont commencé par être posés depuis le 22 septembre dernier, avec le lancement notamment des travaux de construction d'une centrale de 120 MW à Maria-Gleta. Aussi, la construction d'une deuxième centrale sera lancée au second semestre de l'année 2018. Le matinal de préciser Énergie, le Bénin en route vers l'autonomie énergétique, avec en sous-titre Maria-Gleta sous perfusion. Selon le quotidien, le gouvernement administre des soins intensifs aux installations électriques de Maria-Gleta. Le dossier Maria-Gleta n'est donc pas rangé. Toujours dans ce secteur de l'énergie, adoption du code bénino-togolais de l'électricité amendé, la centrale électrique du Bénin perd le monopole, écrit La Nation. Selon le quotidien, le Parlement a adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord international sur le code bénino-togolais de l'électricité. L'adoption de ce texte rend définitivement caduque le statut d'acheteur unique de la centrale électrique du Bénin CEB au niveau des deux pays et ouvre le secteur aux investisseurs privés. D'une information à une autre, l'économiste noix de cajou, une filière pourvoyeuse de devises. À en croire le journal, 9e plus grand producteur mondial de cajou et 3e en Afrique, le Bénin à travers ses projets appuie les acteurs de cajou pour entre autres augmenter la capacité de la transformation nationale et contribuer à un meilleur rendement. Fin de cette revue de presse, à dimanche prochain. À dimanche prochain pour une autre revue de presse de l'actualité économique de la semaine. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto et Hospice Rontoyon. Gestion des cantines scolaires et sanctions de 17 directeurs d'école primaires. Que s'est-il passé? Les vivres destinés aux enfants ont-ils atterri dans les cuisines de ces directeurs? Pour quelles raisons devraient-ils être blâmés? Eh bien, on en parle en décryptage juste après ceci. Et oui, mes invités ils m'ont déjà rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Steve Hoda. Bonjour.
Bonjour Roch et bonjour chers téléspectateurs de BB24. Voilà, vous êtes journaliste au quotidien Soleil Bénin Info, c'est bien ça, chef desk économie. Et en face de vous, Marcel Zoumenou, lui, on ne le présente plus, journaliste au quotidien La Nouvelle Tribune, bonjour. Bonjour Roch, bonjour téléspectateurs de BB24. Oui, merci d'être également là. Steve, 17 directeurs d'écoles primaires sont déchargés de leur poste de responsabilité. Ils auraient mal géré la cantine de leurs écoles. Que leur reproche-t-on concrètement, selon vous? On leur reproche d'avoir soutiré des vivres qui étaient destinés aux enfants pour la cantine scolaire. Je pense que c'est une situation un peu déplorable pour des personnes qui quand même ont une bonne réputation. Voilà, donc c'est en général ce qu'on leur reproche. Mais Marcel, vous savez, tout le monde sait que les prérogatives de l'enseignant se limitent à enseigner et à éduquer les enfants qui sont dans l'école. Mais aujourd'hui, on les accuse d'avoir mal géré. Étaient-ils recrutés pour ça ou bien formés à cette cause? Voilà, c'est ça qui m'amène à poser la question, mais comment les choses avaient été mises en place? Et moi, je voudrais parler de l'expérience que je connais parce que je le dis souvent. Du CE2 au CM2, j'ai fait une école à Porto-Novo, pas loin d'ici, où il y avait une cantine. Je crois que c'est à la fin des années 90, entre 88, 89, 90. Là, il y avait encore la coopérative scolaire. Tout à fait. Et le système de gestion, il y avait un comité de gestion qui était mis en place, composé à la fois du directeur, de quelques enseignants et de 3 élèves élus parmi les élèves de l'établissement. Donc, il y avait ce comité. Il y avait un autre comité qui faisait le contrôle. Donc, c'était très bien organisé et puis il n'y avait pas ces genres de problèmes. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a simplement dit, bon voilà, les directeurs, en dehors de leur charge académique, devront encore gérer des sacs de riz, de maïs. Moi, je trouve qu'on devait réfléchir autrement, on devait mettre sur pied des comités pour permettre aux gens de bien suivre les choses et pour éviter les cas que nous déplorons. D'accord. Avant le lancement de ce programme Salvateur, les acteurs de l'école, plus de 2500 environ, ont été outillés sur le mode de gestion justement de ces cantines scolaires. Est-ce que vous pensez que cela suffit pour espérer de bons résultats? Moi, je pense que sur ce problème, il n'est pas mis en cause véritablement une question de gestion, mais moi, je pense que c'est une question d'éthique. Moi, je pense que c'est une question d'éthique qui... Mais là, on a parlé de mauvaise gestion. Oui, en fait, si vous êtes dans de bonnes dispositions de pouvoir le bien public, de pouvoir bien gérer le bien public, je pense que ce sont les choses qui n'arrivent pas. Mais là, comme l'a si bien dit Marcel, s'il y a une équipe qui est mise en place, il y a un comité de contrôle et tout ça, et que cela arrive, c'est dire également que la question, il faut le voir peut-être du côté de l'éthique. Voilà, est-ce que ce sont des directeurs qu'on a recrutés selon un certain nombre de critères du point de vue éthique. Et donc ça aussi, ce sont des choses à interroger. Quand on veut aujourd'hui nommer les directeurs, il faut en dehors de leurs compétences essayer de voir aussi le savoir-vivre, voilà, le savoir-être également. Oui, donc vous pensez plutôt que les enseignants, ces directeurs n'ont pas le droit de détourner les vivres qui sont destinés aux enfants, mais d'aucuns estiment que s'ils avaient eux aussi une part de dotation, que ce à quoi on assiste aujourd'hui n'aurait pas dû arriver. Oui, en fait, quand on interroge un peu le Conseil des ministres, on a dit que les directeurs mis en cause ont surévalué le nombre d'élèves qui étaient là. Donc ici, ce n'était pas une question de dotation, mais c'était une question quand même de stratégie, de pouvoir soutirer ces vivres. Et donc là, on ne peut pas dire qu'il s'est posé un problème de dotation, mais beaucoup plus une stratégie de pouvoir quand même soutirer quelque chose qui n'a pas... Oui, on parle de surévaluation de l'effectif, certes, mais vous savez, dans les milieux ruraux, il arrive des moments où les enfants, surtout par ces moments de grève, ne sont pas tous à l'école. Si c'est à ces moments-là que l'équipe de contrôle est passée faire le constat que le nombre d'élèves déclarés n'était pas présent pour participer à cette opération, est-ce que vous pensez qu'on peut les accuser déjà? Je ne suis pas juge, je n'ai pas vraiment évalué la situation, mais je pense que si ces personnes-là ont été citées, c'est dire certainement qu'il y a eu une équipe qui a pu analyser la situation et qui a pu tirer les conclusions. Bon, de ma position, il est difficile de pouvoir juger
ces directeurs. D'accord. Marcel, vous savez, depuis quelques années déjà, ce ne sont plus ces directeurs qui gèrent, par exemple, les subventions de l'État accordées à leurs écoles. Il y a des agents comptables qui sont recrutés et commis à cette cause. Pourquoi l'État n'a pas fait cette option aussi de recruter des gens spécialement formés pour gérer ce type de programme? Moi, je ne sais pas, mais je peux répondre à la place de l'État en disant peut-être que il y a trop lourd à gérer, ça fait plus de fonctionnaires à payer. Et vous savez qu'actuellement, on est en une politique de récession économique. On veut tendre vers la bonne gestion, l'efficacité qu'on recherche. On est en train de réduire les charges et donc il ne faut pas... Bon, moi, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de comment le système qui est mis en place pour suivre tout ça là et pour choses là. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, je dirais à la suite de mon confrère que c'est culturel chez nous. Quand quelqu'un gère quelque chose, il a toujours envie d'en profiter. C'est culturel. Je ne fais pas la promotion. Je ne fais pas la promotion de la corruption, mais j'ai dit que on devrait s'attendre à cela. On nous connaît, on se connaît. On devait s'attendre à cela et on devait mettre les garde-fous pour éviter cela. Je reviens toujours à l'expérience que j'ai côtoyée, que j'ai connue. En son temps, je me rappelle que certains de nos camarades qui étaient dans ces comités rentraient parfois de temps en temps avec des boîtes de sardines à la maison. Donc voilà, et il y avait un petit quota qui est réservé à ces instituteurs, à ces élèves. Il y avait aussi des parents d'élèves qui étaient dans ces comités de suivi et ils rentraient. Donc ça leur permet de ne pas, comme on le dit chez nous, regarder dans ce qui doit faire chose là. Et vous savez que chez nous on dit toujours que la main qui travaille doit la paix aussi. Oui. Donc, il fallait tenir compte de ça parce qu'on a quand même une culture. Mais quelque part, on n'a pas tenu compte de ça et puis bon, les gens ont voulu en profiter. Oui, c'est possible. Mais d'aucuns estiment aussi que la morosité économique qui court aujourd'hui toutes les lèvres en est pour quelque chose. Parce qu'on a constaté que les vivres sortis ont été surévalués, qui auraient atterri dans les cuisines de ces directeurs, ou bien ils se laissent distribuer. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part la morosité économique aujourd'hui aussi a dressé le lit à cette pratique? Non, je crois moins à cette hypothèse parce que vous savez que les enseignants, c'est vrai qu'ils ne font pas partie des fonctionnaires les mieux dotés du Bénin, mais ils ont quand même des revenus, des salaires qui leur permettent d'être à l'abri d'un sac de riz. Je ne sais pas combien ça coûte, au plus 8 000 sur le marché, 10 000. Et donc, moi, je crois que c'est parce que on a cette habitude que chaque fois qu'on gère quelque chose, on va tirer son profit. Sinon, bon, je n'ai pas encore vu beaucoup d'instituteurs vivre de mendicité. Beaucoup d'enseignants vivent de mendicité. C'est vrai, ils ne sont pas riches, mais ils se suffisent. Et donc, je dis que c'est parce que nous sommes habitués à cette pratique. Nous sommes habitués, chaque fois qu'on gère quelque chose, à en tirer. Bon, c'est notre habitude. Toi, tu gères la chose, tu ne gagnes rien dedans. Combien parfois, tu bouffes dedans? Voilà qui demandent. Même ton épouse, même tes amis vous disent, mais tu jettes tous ces sacs de riz, de maïs, mais toi, tu ne profites rien dedans. Donc, moi, je crois que c'est beaucoup moins cette affaire de morosité. C'est vrai qu'il y a une morosité dans le pays, mais je ne vois pas les enseignants comme des mendiants ou bien des nécessiteux à ce point. Oui, d'accord. Mais le gouvernement, lors du Conseil des ministres, tient à l'application rigoureuse des sanctions qui ont été retenues contre ces directeurs d'école. C'est certainement pour servir d'exemple. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que si on veut tendre vers une bonne gestion de ces cantines, aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, il y a des diplômés en hôtellerie restauration, est-ce qu'on ne peut pas associer cela pour une gestion plus orthodoxe de ce programme? Ok, je profite déjà de votre question pour dire que moi je suis même pour qu'on puisse revoir le mot de recrutement à la fonction publique. Voilà, tout le mot de recrutement. En fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre les gens selon quand même leur niveau de compétences. Si les résultats sont meilleurs dans le privé,
c'est également dû au système de recrutement. Et ça doit être la même chose au niveau du public. Ça permet de rationaliser les ressources, ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Maintenant, revenons sur la sanction. Moi, je pense que c'est une sanction... Non, avant de venir sur la sanction, Marcel disait tout à l'heure que si on en recrutait, ça va être encore des dépenses supplémentaires, alors qu'on est dans une démarche aujourd'hui de réduire l'effectif. Mais ceux-là qui sont formés justement dans les universités et qui sont nantis de diplômes, nantis de compétences pour pouvoir gérer ces affaires, que deviennent-ils concrètement? Oui, et bon, ils ne pourraient pas être recrutés. Ils ne peuvent pas être recrutés en fonction de leurs compétences, comme je le disais tantôt. Parce que le mot de recrutement fait qu'on demande aux gens de postuler. Et puis, c'est en fonction d'un concours à écrire. Celui qui est le plus inspiré le jour, c'est celui-là qui passe. Donc, il n'y a pas un recrutement qui est fait selon... c'est celui qui est le plus inspiré le jour qui passe. S'il y avait un recrutement où on spécifie clairement, on essaie de restreindre un peu le champ pour permettre à ce que ceux qui ont les compétences dans le domaine puissent être ceux-là qui vont compétir dans un domaine précis, on est sûr de pouvoir recruter des personnes qui peuvent faire le boulot. Un directeur aujourd'hui devait être un manager. Donc ça permet de rationaliser et ça permet également de résoudre le problème de ce que vous êtes en train de poser. Parce que s'il a en même temps le bagage de manager et de direction des affaires académiques, ça permet quand même de ne pas encore recruter d'autres personnes pour pouvoir faire le boulot. Donc on a juste la personne qu'il faut, la place qu'il faut, avec les compétences qu'il faut, et ça permet d'éviter ces problèmes-là. Et pour en revenir à la sanction, puisque vous y tenez? Oui, la sanction, moi je pense que la sanction, je suis pour double raison. D'abord parce que les élèves béninois aujourd'hui ont été pénalisés avec le fait de la grève. Première raison. Ils doivent compétir sur un marché concurrentiel sur le plan africain, alors qu'aujourd'hui ils sont à la maison. Donc, ils doivent aller compétir avec les Rwandais, les Gabonais, les Ivoiriens et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la gestion des cantines. Oui, non, c'est pour dire que ces enfants-là, d'abord, ces enfants n'étaient pas quand même sur le plan académique, ils ne sont pas bien préparés actuellement. De deux, ils bénéficient des cantines parce qu'aujourd'hui, ça permet quand même d'éviter les abandons. Et en plus de ces deux, ils sont pénalisés sur ces deux points. Et on leur retire encore le vivre dont ils ont besoin. Donc je pense qu'ils ont été pénalisés doublement de fait de ne pas bénéficier d'un coût et également de ne pas bénéficier de leur vivre. Ouais. D'accord. Marcel Zoumenou, aujourd'hui, ces enseignants, ces directeurs d'école qui ont été accusés d'avoir détourné les vivres destinés aux enfants, quand ils vont revenir dans les classes face à ces enfants, de quoi auront-ils l'air désormais? Bon, s'ils ont la chance de revenir dans les classes, parce que c'est pas la nature des sanctions. Ils ont été déchargés, on les a pas déchargés, mais on les a pas radiés de la corporation. Ils doivent continuer à enseigner. Et si c'est ça, c'est déjà bien. Bon, moi, je trouve que ça donne un bon exemple de la volonté du gouvernement de lutter vraiment contre la corruption, parce que, comme on le dit, il faut commencer par punir les petits corrompus. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement aux petits corrompus, il faut aller aussi aux grands corrompus. Oui, mais les grands corrompus, ils sont intouchables. Ah non, c'est ça là qui doit être un défi pour le gouvernement. Parce que bon, moi, à la fois, je comprends ces directeurs, ces enseignants. Parfois, mais vous savez, on tue une mouche avec un marteau. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je dis. Je disais tout à l'heure que à la fois, je les comprends, mais je me dis, mais est-ce qu'on a besoin de les citer nommément dans un communiqué du Conseil des ministres pour des gens, j'en ai vu, qui n'ont pris que 2 ou 3 sacs. Bon, ça pose un problème, mais c'est vrai que pour l'aspect pédagogique, c'est très important de montrer que, même si vous volez demain 1000 francs, on peut vous exposer ainsi. Mais je voudrais dire un argument qui est juridique, que beaucoup de juristes disent aujourd'hui, mais est-ce qu'on était obligé d'aller jusqu'à citer les noms? On peut simplement dire qu'on a relevé qu'il y a 17 personnes qui sont en chose là. Parce que jusque-là, nous sommes dans un pays où la Constitution parle de la présomption d'innocence. Et je ne crois pas qu'un tribunal les ait déjà jugés. Peut-être qu'en confrontant les versions, on peut comprendre qu'il y a certains parmi eux qui n'ont réellement pas détourné ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Donc, il faut
je crois que le gouvernement doit aller mollo mollo et éviter d'aller jusque dans ces détails-là. Je dis simplement, il faut peut-être dire qu'il y a 17 enseignants qui sont cités dans le cas de malversation, mais ces détails... Tout compte fait, peut-être que des enseignants, des directeurs comme eux qui ont déjà l'intention, ou bien ceux qui l'ont même déjà fait, vont certainement retourner dans le magasin de ces écoles. Je parlais tout à l'heure de l'aspect pédagogique de cette sanction qui, au-delà de tout, est quand même très bien. Merci à vous, Marcel Zoumenou. 30 secondes pour votre mot de fin rapidement. Ok, donc comme Marcel, je dirais que prochainement, il ne faut pas exposer les pères de famille dans le Conseil des ministres. Mais s'ils posent des actes délictueux. Bien sûr, mais il faut faire selon la manière. D'accord. En plus de cela, je dirais également que le peuple béninois, aujourd'hui, la lutte est engagée contre l'impunité. Il faut faire attention lorsque vous êtes à un poste de direction. D'accord. Merci, on vous aura compris. Merci à vous, Steve Roda, Marcel Zoumenou, pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Oui. Ce qui est arrivé ne soit pas un alibi pour arrêter ce programme. Je crois que c'est un programme et il faut continuer. Tout à fait. Pour permettre aux élèves et aux écoliers dont les parents n'ont pas les moyens de les garder à l'école. Nous savons que c'est très important aujourd'hui. Maintenant, j'invite le gouvernement à mettre sur pied. Et nous, on avait des comités qui étaient dirigés par des gens internes. On n'amenait même pas des gens de l'extérieur. Tout à l'heure, quand tu parlais par exemple de choses là, on avait parmi les élèves des filles qui servaient aux autres. Fait. Et donc, voir à peu près comment organiser la chose pour impliquer les acteurs eux-mêmes et mettre sur pied des corps de contrôle. Et enfin, ce que je voulais dire pour finir, je voudrais encourager la sanction de du gouvernement qui a décidé de punir cela, mais je voudrais inviter le gouvernement aussi à punir ceux qui sont mêlés dans des gros dossiers, c'est ça qui nous intéresse. Les milliards, c'est beaucoup plus important pour nous que les petits sacs de riz. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Ils vous ont entendu. Et c'est fini pour le décryptage de ce jour. Nous enchaînons tout de suite avec le dossier de la semaine. Quel marché pour le Bénin, surtout à une époque où le gouvernement fait de la réhabilitation des marchés secondaires et de la délocalisation du marché d'Antokpa une priorité. De toute façon, le feu a encore dicté sa loi dans le marché d'Antokpa en début de semaine. On fait le constat et on en parle dans le dossier de la semaine. 31 octobre 2015, 16 avril 2018, dans l'intervalle de moins de 3 ans, 2 incendies s'abattent sur le marché d'Antokpa. Cette fois-ci, c'est une partie du marché des vivres qui est partie en feu. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et du génie militaire déployés sur le terrain, plus d'une 50aine de boutiques sont parties en fumée sur une superficie de 4000 km². Nous mettons du temps au magasin. On a perdu beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a dans le magasin a brûlé. Moi, j'étais même à Parakou quand on m'a appelé et je suis revenue. Je n'ai rien trouvé. Pour le directeur de la Sogema, l'incivisme des femmes du marché serait la cause de cet incendie. Les dégâts matériels enregistrés seraient estimés pour le moment à 287 millions de francs CFA pour 175 sinistrés enregistrés en 2 jours. On a tous octroyé des prêts. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous avons des familles à nourrir. Cette situation nous dépasse. Seules les autorités peuvent nous apaiser. La plupart des boutiques du marché sont construites en matériaux précaires comme les bois secs, les tôles rouillées, les sacs de raffia qui sont facilement inflammables.
Merci à vous, Roland Tidimé. Voilà le point de cet incendie qui s'est déclaré lundi au marché d'Antokpa. Et pour en parler, bien sûr, nous recevons un spécialiste. Il est architecte de formation, Alain Peteroto. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet d'actualité. Et pour conduire cet entretien avec moi, j'ai mon collègue Marcel Arossi. Bonjour Marcel. Bonjour Roch et bonjour à tous nos téléspectateurs. Monsieur Alain Peteroto, bonjour. Bonjour. 2 fois déjà qu'on enregistre des cas d'incendie dans ce marché et cette fois-ci les causes sont même inconnues. Et aussi on parle de 4000 m² d'espace atteint. En tant qu'architecte, que dites-vous de cette situation? Merci. Je dis que la situation est déplorable d'abord. Mes compassions à toutes les victimes. Mais je dis aussi que c'est le contraire qui pourrait étonner. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Nous avons beaucoup de chance dans ce pays. Dieu nous garde, comme on le dit souvent, parce que à tout moment, il pourrait y avoir un incendie dans Antokpa. Donc vous pensez que le pire à craindre est encore dans un futur proche? Le pire à craindre est peut-être même pour tout à l'heure. Parce que le marché d'Antokpa n'est pas... c'est pas l'abus de langage qu'on parle encore de marché. Un marché n'est pas un attroupement de voleurs, de marchands, d'acheteurs. Ce n'est pas un milieu insalubre, ce n'est pas une maternité. Des gens sont nés là, ils ont eu des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des petits-enfants sous des étalages, et on continue comme ça dans cette grande pagaille. Est-ce que c'est la position du marché qui pose alors problème actuellement? Oui, mais le marché d'Antokpa est un fou-tout, c'est un trou noir. Le marché d'Antokpa aujourd'hui, je le dis, c'est pas l'abus de langage qu'on l'appelle le marché d'Antokpa, est un cancer. On devrait l'appeler comment? C'est un trou noir. C'est un milieu de dysfonctionnement, d'insalubrité, d'insécurité dans la ville. Figurez-vous, par exemple, imaginez la circulation dans cette ville de Cotonou, à cet endroit, s'il n'y avait pas de marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa est un lieu qui encourage la spéculation foncière. Le moindre terrain d'Antokpa, c'est 800 millions. Et ça part tout de suite. Le marché d'Antokpa, c'est un cancer, comme je disais tantôt, parce que ça embrasse tout. Et si le lac était sur terre ferme, si la lagune était sur terre ferme, le marché serait étendu vers là. Moi, oui, justement, au départ, c'était installé sur 14 hectares. Aujourd'hui, le marché s'est étendu à 20 hectares. Oui, il s'étend parce que rien n'est contrôlé. Moi, j'ai fait le CG d'Antokpa. Et à l'époque, le marché n'avait pas englouti le CG. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le marché, on s'enlise. Le marché va jusqu'à Bogbanou, ça va jusqu'à Achouta-Soji là-bas. Le marché maintenant prend même Squak Beto. Vous voyez tous les terrains au niveau de Squak Beto aujourd'hui, c'est magasins, bureaux ou logements en haut. On ne peut pas continuer comme ça. La ville a des fonctions bien précises, bien déterminées, sinon ce n'est plus une ville équilibrée. Alors, on parle déjà même de relogement. Est-ce que c'est une bonne solution, voulez-vous dire? Le ministre qui en a parlé est un collègue à moi, de ma promotion d'ailleurs, on est tous venus ici en 87. Je crois qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a que ça. Le marché de gros ne doit pas côtoyer le marché de détail. On ne fait plus de marché foutu aujourd'hui. On ne vend pas des piments à côté des bijoux, des pains, des tissus. Ouais, c'est comme ça. Il faut les dissocier. Il faut les dissocier. Il faut les dissocier. Aujourd'hui, on pourrait dire des marchés thématiques. Vous voyez? Le gros ailleurs, ce n'est pas la même fonction que le commerce de détail. Et de façon spécifique, on pourrait faire, comme c'est envisagé, des marchés par type d'activité. On y revient tout à l'heure, mais en 2015, quand il y a eu l'autre incendie, l'ordre des architectes était monté au créneau, justement. Quelle solution avait-il voulu apporter? C'est la solution qu'on avait suggérée va dans le sens de ce qu'on a apporté aujourd'hui. Mais l'ordre des architectes est intervenu. Est-ce que l'ordre des architectes a été écouté? Pas du tout. Nous n'avons pas vraiment été associés à ce qui s'est fait. Pas du tout. Ça, vous pouvez... Oui, vous l'avez dénoncé, mais on a vu avec quelle célérité le génie militaire a réussi à reconstruire cette partie du marché qui a été consumée, la zone de la vente des pièces détachées. Oui, là n'est pas le problème. Le problème n'est pas un problème de célérité, c'est pas ça. Parce qu'en fait, si vous reconstruisez le marché avec célérité et que c'est pour retomber dans les mêmes travers, on n'a rien fait. Ce marché aujourd'hui, dites-moi si quelqu'un qui tombe en syncope, une ambulance peut aller le chercher. Vous avez vu avec quelles difficultés les sapeurs-pompiers ont eu accès. Le marché, ce n'est pas ça.
c'est un lieu de sécurité, de commerce. Le marché n'est pas un dortoir. Le marché, ce n'est pas un espace où on ne peut même pas circuler, où tout est encombré, où les camions de sapeurs-pompiers ne peuvent pas accéder lorsqu'il y a panique. C'est donc une faute de construction. Il n'y a même pas construction. Le marché aujourd'hui est un conglomérat, on a ramassé des étalages, on a ramassé de petits du bidonville qu'on a mis côte à côte, et c'est ça qu'on appelle marché. Il n'y a pas marché. Il y a quand même des hangars qu'on observe dans ce marché. Oui, mais voilà ce que ça donne. La zone qui a été brûlée récemment était remplie rien que de hangars. Et bon, on se demande si c'est les matériaux utilisés pour construire, pour la construction de ces hangars-là qui ne sont pas tout ça adéquats. Fait partie du travail de l'architecte. On ne construit pas un marché avec n'importe quel matériau. C'est faux. Il y a des classifications bien précises. Il y a des types de matériaux selon leur degré de résistance au feu qu'on utilise dans un marché. C'est pareil pour l'école. Ça, c'est le travail de l'architecte de vous dire ce qu'il faut. D'accord. Maintenant, on parle déjà de relogement. C'est donc une occasion pour les architectes de participer. Mais vous demandez qu'on vous associe d'abord. Oui. Que faites-vous alors pour être associé? Nous sommes associés. Déjà. Nous sommes associés, absolument. Nous sommes associés. Pas jusqu'au point où nous l'aurons souhaité. C'est vrai, mais il faut dire que dans le cadre des projets envisagés dans le PAG aujourd'hui, il y a pas mal de confrères béninois qui sont associés à ces projets, et que ce soit au niveau des marchés de Cotonou, de Parakou, ou aussi au niveau de certains marchés ruraux qui sont en cours d'étude. Et les études sont, je crois, finalement achevées et les réalisations proprement dites vont commencer très bientôt. Justement, puisque vous en parlez, le marché de gros qui sera délocalisé à Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi et le marché de bijoux qui sera délocalisé au stade de l'Amitié. Que pensez-vous de ces deux types de délocalisation de marché? Je crois que ça va dans le bon sens. Dans la mesure où, avec le marché de gros de la Kassato, on saura que la fonction vente en gros est dans son coin et ne côtoie plus la fonction de vente de détail. Et au niveau même du stade de l'Amitié, du stade de Mathieu. Avant de venir au niveau du stade de l'Amitié, vous êtes architecte. Lorsque vous voyez le nouveau lieu d'emplacement de ce marché qui est Adjagbo, est-ce que vous pensez que de façon pratique, c'est l'endroit idéal pour implanter ce marché? Pourquoi ne pas le délocaliser vers la route des pêches, par exemple? La route des pêches, voilà, je vous dis, une ville a des fonctions bien précises. La route de pêche est destinée à autre chose. C'est le tourisme et tout ce qu'on a dit. Et le marché d'Adjagbo, je crois qu'il est absolument bien situé. Imaginez, les gens qui viennent du Nord, tous les camions qui viennent du Nord, est-ce qu'ils ont besoin de débrouiller dans Cotonou avant de déposer tout ce qu'on veut vendre dans ce marché de gros-là? Et en plus, avec tout ce qu'on entrevoit, le seul problème, ce aurait été l'accès à ce marché-là. Mais avec tout ce qu'on entrevoit, comme les travaux, au niveau des travaux publics, pour les voies d'accès à Calavi, je crois qu'il n'y aura pas de problème d'accès à ce marché-là. Surtout que bientôt l'aéroport sera à côté et qu'il y a, je pense bien savoir qu'il y a une grande voie de circulation qui desservira l'aéroport et qui donc pourrait avoir des embranchements vers ce marché de gros-là. C'est comme en France, c'est comme Rungis. Rungis n'est pas loin de l'aéroport de Orly. Et une fois que les voies de circulation sont bien aménagées, il n'y a pas de problème. D'accord, pour en revenir... Adjagbo, il avait dit, n'est pas si loin de Cotonou. Oui, c'est pareil. Rungis n'est pas si loin de Paris. Il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Pour en revenir au marché de bijoux qui sera implanté désormais à Cotonou, en lieu et place du stade olympique, de la piscine olympique, du stade général Mathieu Kérékou, est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne option aussi? C'est une bonne option. Un marché dans un stade, un lieu destiné au sport? Non, je pense que c'est une partie du stade qui sera sûrement séparée du palais omnisport et du stade de football. Vous pensez que le stade était déjà assez large? Il n'y avait pas assez d'espace et on se plaignait. Tout dépend de comment tout ça est utilisé. Le stade olympique aujourd'hui dont on parle, il est utilisé à quel pourcentage, vous croyez? Ne peut-on pas le réhabiliter? On pourrait bien le réhabiliter, mais je pense que tout ce qu'on pourrait demander,
c'est que lorsqu'on aura délocalisé le marché, le commerce d'articles nobles à cet endroit-là, qu'on envisage de mettre les bassins olympiques quelque part d'autre pour ne pas priver nos nageurs, c'est tout. Sinon, moi, c'est bien en centre-ville. Tout ce que je pense là aussi, c'est qu'il faudra voir comment avoir facilement accès à ce mall-là. Justement, puisque vous en parlez, c'est à croire que vous donnez carte blanche au transfert de ce marché de bijoux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre espace mieux que celui-là? Est-ce qu'on ne va pas être confronté à un problème de parking, par exemple, quand un marché va être installé à ce niveau-là? Alors, le problème de parking, ça peut toujours se résoudre. Je ne connais pas encore dans le détail le projet qui est en train d'être élaboré. Mais si je vous fais 3 ou 4 sous-sols de parking, plus tout ce qu'on aura en stade et en surface, pardon, ça pourrait marcher. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème de conception et d'aménagement au niveau des études architecturales qui seront faites après. Et c'est parce que vous avez été associé que vous défendez le projet? Je ne défends pas le projet. Mais je dis il faut que quelque chose se fasse quand même. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que tout tombe du ciel. Il faut maintenant agir. Et c'est le moment. Je vous dis, si nous laissons perdurer les choses en l'état, Nantokwa va raser tout Cotonou. Ou en tout cas, une grande partie. C'est un grand trou noir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer. J'ai une question. Est-ce que les détaillants du marché actuel de Nantokwa sont pris en compte dans le projet? Absolument. Absolument, parce que ces détaillants-là, on va justement les envoyer vers les marchés secondaires, Saint-Michel, Védocor et consorts qui sont réhabilités. Est-ce qu'il y avait d'espace prévu pour ceux-là? Mais bien sûr, dans les marchés secondaires aujourd'hui, l'étude a révélé que les marchés sont vides. Les marchés secondaires sont vides. À l'intérieur, c'est vide. Personne ne veut y aller parce que tout le monde veut aller vendre quelques tomates à Nantokwa. Parce que ça marche là-bas. Mais ça vend plus. Ça vend plus. Pourquoi ça vend plus? Parce qu'il y a du monde. Mais vous verrez que lorsque tout sera mis au clair, que tout sera délocalisé, personne ne va acheter à Nantokwa. Et vous verrez en ce moment-là que les gens vont de force se déplacer vers les marchés secondaires. Et en ce temps-là, Nantokwa deviendra quoi? Nantokwa, aujourd'hui, quand vous allez dans les pays développés, les terrains, les sites comme Nantokwa sont des sites vraiment chers. Avoir vu sur la mer, avoir vu sur le lac, c'est des sites très chers. Vous voyez? Donc, Nantokwa, selon ce que je sais, et je crois que c'est la bonne opération, ça va participer d'un autre réaménagement immobilier. C'est ça. D'accord. Un peu comme le camp des eaux qui est en train d'être délocalisé aussi. Merci à vous, Monsieur Peter Rotor. Le temps est parti à cet entretien. C'était tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer. J'espère qu'on aura l'occasion de... Oui, on aura l'occasion, je vous promets. Il y a un plateau qui se prépare pour discuter de ces différentes questions. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Marcel Ahossi, de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation et de préparation vous donne rendez-vous pour dimanche prochain à partir de 11 h. Mais avant, vous pourriez aussi suivre cette émission sur le portail de l'ORTB, le portail internet, le www.ortb.bj. Merci à vous. Sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.